Bonsoir Émilie. Bonsoir Francis Huster, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. L'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Une actualité malheureusement toujours marquée par la guerre en Ukraine. Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, est venu apporter son point de vue dans nos studios. Un conflit qui dure et qui mobilise le monde humanitaire, comme l'a témoigné Frédéric Joly, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. L'actualité, c'est également l'épidémie de coronavirus et l'allègement des mesures en principauté à partir de lundi. Puis Francis Huster est venu partager sa passion pour un auteur dont nous célébrons cette année le 400e anniversaire de sa naissance, Molière. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadry. Tout le monde aura compris que la situation s'est très nettement améliorée. C'est bien plus favorable que ce que nous avons connu en début de cette année, par exemple. Pour autant, les médecins nous disent que la situation n'est pas définitivement derrière nous. Donc nous avons pu, dans un contexte qui était globalement favorable, alléger progressivement les mesures de freinage. Pour autant, il faut rester attentif parce que vous l'avez vu, nous connaissons en ce moment un petit rebond épidémique, de même qu'un nombre d'admissions au CHPG qui a légèrement augmenté ces derniers jours. Nous avons heureusement depuis 2 ans plus de recul, donc les soignants ont une connaissance plus précise et plus fine de cette pathologie. Cela étant, vous savez qu'il a fallu s'adapter aux différents variants. Les fondamentaux de prévention restent les mêmes. On vient de le dire, la vaccination d'un côté, de l'autre, les gestes barrières qui ont fait la preuve de leur efficacité. Alors c'est vrai qu'à certains égards, on peut considérer que c'est une petite contrainte, mais d'un autre côté, on doit regarder en face la réalité et ce sont des dispositifs qui nous accompagnent efficacement pour lutter contre l'épidémie. Et puis enfin, des médicaments commencent à apparaître sur le marché qui là aussi devraient nous aider à passer ce cap. Didier Gabardinger, dans un tout autre domaine, face aux risques nucléaires liés à la guerre en Ukraine, de nombreux Français demandent de l'iode en pharmacie. Qu'en est-il à Monaco? Est-ce que ces comprimés sont disponibles? Et est-ce qu'il est utile de se précipiter déjà sur ce type de produit? Alors, 2 réponses à votre questionnement. D'une part, la principauté de Monaco dispose d'un stock stratégique de comprimés d'iode qui permet de prendre en compte la totalité de sa population. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut surtout pas prendre les comprimés d'iode prématurément parce qu'ils seraient inefficaces. Et donc la bonne approche, c'est celle que nous retenons en principauté de Monaco, c'est celle d'une distribution en cas de nécessité très rapide dans les différents quartiers de la principauté, comme le font au demeurant la plupart des États voisins qui ont retenu une approche identique à la nôtre. Il n'y a rien de pire que d'aller dans un musée en ayant l'impression de parler une langue morte. Les œuvres, elles doivent nous questionner aujourd'hui, même si ce sont des œuvres du XVIIe, du XVIIIe siècle. Elles sont écoutées avec nos oreilles modernes aussi, qui ne sont pas les mêmes oreilles que celles qui étaient celles de la création. Donc pour moi, si vous voulez, il n'y a pas de patrimoine, il n'y a que de l'actualité. Et cette actualité, elle est toute notre histoire. Donc en effet, mettre en perspective des œuvres qui ont été écrites à plusieurs siècles de différence, mais qui partagent une problématique, qui partagent, je ne sais pas, certains points communs, est un petit jeu intellectuel et sensible, évidemment, qui m'intéresse particulièrement, y compris dans mon travail de compositeur d'ailleurs. Oui, parce que Molière représente le peuple français. Ça veut dire pas seulement ceux qui n'avaient pas la chance d'appartenir à la noblesse et d'être dans le courant de Versailles au XVIIe, mais tout le peuple français, celui qui n'avait pas droit à l'éducation. Et dans les pièces de Molière, justement, pour la première fois, il ne s'agit pas d'empereur, de roi, du passé. Non, il s'agit de la France actuelle, moderne. C'est pour ça qu'on dit que le français, c'est la langue de Molière, parce que c'est la langue du peuple, et non pas l'alexandrin purifié et théâtral. Et ce qu'a imposé Molière, justement, et c'est ça qui est très important aujourd'hui, on le sait, ce sont les femmes. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'œuvre de Molière, Molière, le comédien, bien sûr, Jean-Baptiste Poquelin, c'est celui qui écrit, et puis qui écrit en essayant justement de dire ce que tout le monde pense et n'a pas le droit de dire. Et dans ce théâtre de Molière, les femmes ont une place totalement inédite, incroyable, inconcevable. Il faut quand même se rendre compte que nous, en France, il aura fallu 3 siècles et demi pour que tout d'un coup les femmes puissent avoir un compte en banque, puissent voter, puissent conduire des voitures, puissent faire tous les métiers, puissent être l'égale des hommes. Enfin, on est où là? Eh bien, on est dans un pays où 4 siècles avant, cet homme
lui, le seul, il met sur scène des femmes. Je suis tombé amoureux de cette langue comme on tombe amoureux d'une femme. Et je trouve qu'elle est aussi porteuse de valeurs qui, dans le monde arabe, au Liban en particulier, sont des valeurs auxquelles je suis sensible. Les valeurs républicaines, les valeurs, la liberté, les droits de l'homme, qui ont toujours, comme vous le savez, la Déclaration des droits de l'homme a été écrite en français. Donc, et puis, nous sommes très sensibles aussi à la littérature francophone, la littérature française, qui a donné aussi des auteurs qui ont beaucoup défendu les libertés. Je pense notamment au siècle des Lumières. Il peut y avoir, il y a déjà une guerre numérique. Oui, bien sûr, ça accroît le risque, puisque lorsque des attaques, notamment par des ransomware, sont lancées, donc des logiciels malfaisants qui vont se propager, une fois que la propagation est lancée, on ne peut pas savoir qui va être touché. Donc oui, on peut être touché plus aujourd'hui qu'hier. Le constat est assez désastreux, puisque maintenant, après 12 jours de conflit, vous avez des millions de personnes qui sont directement impactées par les combats, par les hostilités, avec, par exemple, à Mariupol, eh bien, toute la population qui se terre depuis plus de 12 jours, qui a essayé de sortir, et malgré 2 tentatives avant-hier et hier, eh bien, les trêves n'ont pas tenu et les gens n'ont pas pu être évacués. Ça devient dramatique tout simplement parce que les pénuries s'accumulent, pénurie de soins évidemment, mais aussi maintenant pénurie alimentaire, pénurie d'eau. Donc il est extrêmement important que les différentes parties au conflit tombent réellement d'accord pour négocier un véritable accord humanitaire qui permettrait à ces populations de pouvoir sortir de Mariupol. C'est un moment très grave. La décision tragique du président Poutine nous ramène au tout début de la guerre froide, après la Deuxième Guerre mondiale, quand les règles de la coexistence, les règles de la dissuasion, les négociations d'accord n'avaient pas encore commencé. Donc c'est une décision très brutale, cruelle, on en voit les effets, on voit des images insupportables, qui a déjà eu plusieurs effets. D'abord de rechouder l'Alliance Atlantique, de réveiller en Allemagne l'instinct de sécurité, donc l'idée de refaire une armée allemande alors qu'il n'y en avait plus, en réalité. Peut-être de recréer une volonté européenne, ça c'est pas encore sûr, parce que c'est plutôt l'OTAN que l'Europe, mais le président français agit dans ce sens, il a raison, on verra ce que ça donne. Et par ailleurs, oui, en effet, il y a l'impression qu'on a, mais en fait, on ne connaissait pas les objectifs vrais de Poutine et de l'armée russe, que c'est plus compliqué que prévu. Donc il faut résister, être solidaire, il faut soutenir, mais en même temps, vous voyez bien que les opinions occidentales, à commencer par les États-Unis, ne veulent pas d'entrer en guerre. C'est une guerre qui peut se terminer plus vite que prévu? C'est difficile à dire. Aussi. Non, c'est pas la première hypothèse. La première hypothèse, c'est qu'elle dure vraiment. Elle dure, c'est de plus en plus pourri, c'est de plus en plus horrible, mais ça dure sans résultat clair et net. Il y a une hypothèse que je mentionne, que je ne développe pas, qui est celle d'une aggravation, escalade d'aggravation. Et puis il y a une hypothèse qui est une espérance plutôt, qu'à un moment donné, les choses se calment et commence malgré tout une négociation qui paraît impensable aujourd'hui quand on voit la brutalité et la cruauté des bombardements en Ukraine. Mais rappelons-nous que même pendant la guerre froide, face à l'Union soviétique, à des moments terribles, on était au bord du gouffre, il y a eu à un moment donné, mais pas tout de suite, c'est pas pour demain, c'est pas pour la semaine prochaine, quand même des négociations qui reprenaient. Et notre soutien au peuple ukrainien, nous le montrons actuellement à l'antenne avec le hashtag #NoWar en haut à gauche de votre écran. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé ce soir par Alexandra Salustri.
best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités, pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.